Voilà, donc maintenant on va passer dans la quatrième dimension, c'est-à-dire la dimension 4, hein, et on essaiera d'aller au-delà. C'est pas si compliqué que ça en fait, parce que on a des outils de calcul, il suffit de prolonger un petit peu ces outils de calcul, et les idées vont rester à peu près les mêmes, donc ça pose pas de souci. Et là, on est en dimension n. Donc, on va attaquer déjà le volume de la boule. Ça, on en a besoin. Il y a une formule générale, la boule en dimension n, c'est pi puissance n sur 2 divisé par gamma de n plus 2 sur 2, ou gamma, hein, la fameuse fonction gamma qui se définit avec des intégrales, mais qui se définit avec des factoriels quand ici on a un entier, et fois r, le rayon de la boule, puissance n, évidemment, c'est la signature de la dimension est là. Donc on donne des exemples. Si n égale 1 en dimension 1, bah, c'est l'intervalle, c'est la longueur de l'intervalle de rayon R, c'est 2R. En dimension 2, c'est la fameuse formule qu'on apprenait quand on était petit, pi R2. En dimension 3, on l'apprenait aussi quand on était petit, mais au certificat d'études avant, hein, c'est 4 tiers de pi R3. Voilà. Ben, tout ça, ça vient de là. En dimension 4, ça, on l'apprend plus. Plus personne ne le sait, plus personne. Est-ce que quelqu'un l'a déjà su? C'est pour n égale 4, vous avez 4 sur 2, ça fait 2. Gamma de 4 plus 2 sur 2, ça fait gamma de 3. Mais gamma de n, c'est factoriel n-1 quand n est un entier. Donc ici, ça va faire gamma de 3, c'est factoriel 2, donc c'est 2. Donc on va avoir pi 2 sur 2, R 4, évidemment. Voilà le volume devant être pris avec sa dimension, c'est-à-dire le 4 volume de la sphère de dimension 4. Alors on va comparer deux méthodes. La méthode du mathématicien, bon, le mathématicien, c'est une façon de rapidement schématiser, c'est-à-dire que je vais prendre le schéma gagnant je vais faire une récurrence, hein, à chaque fois qu'il y a un schéma gagnant, bah, je vais le garder et je vais passer à la dimension supérieure en gardant le schéma gagnant au niveau 0 et en utilisant la dimension supérieure. Et puis la méthode de l'épicier. Alors ici, mais là c'est un hyper épicier avec des hyper oranges dans des hyper étapes. Hein, donc ici, qu'est-ce que je fais? Ici, qu'est-ce que j'avais? J'avais la dimension 1, hein, d'accord? Après, j'ai eu la dimension 2, donc j'ai rajouté ça de sorte à avoir un triangle équilatéral. Et après, j'ai rajouté la dimension 3, ici, en hauteur, hein, à peu près à cette hauteur-là, pour construire un tétraèdre régulier. Maintenant, en dimension 4, je vais dire que mon espace est au niveau 0 de la dimension 4. Je vais regarder l'isobarycentre de ce tétraèdre, et je vais faire partir une droite, une côte en quelque sorte, en dimension 4, une quatrième dimension, et je vais m'arrêter au niveau voulu, c'est-à-dire quand la taille, si ça c'était de taille 1, quand je serai à 1 de chacun de ces 4 points. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, si ça c'est 0, 0, 0, 0, hein, on est en dimension 4, lui il est à 1 sur l'axe des x, donc 1, 0, 0, 0, 0. Ici, on l'avait calculé, c'était dans le plan, 1 demi racine de 3 sur 2, 0, 0. Ensuite, lui, on l'avait calculé, c'est 1 demi racine de 3 sur 6, racine de 2 sur racine de 3, et 0. Et maintenant, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mon point ici nul, je vais faire la moyenne, puisque je prends l'isobarycentre maintenant de ces 4 points, donc j'ai l'isobarycentre de mon tétraèdre, ici, et ici, je vais faire l'isobarycentre des 4 points. Donc je somme, je divise par 4, bon là j'ai un demi, là j'ai racine de 3 sur 6, là j'ai racine de 2 sur 4 racines de 3, et maintenant ce point-là, il va être en dimension 4, mais il va se situer sur la médiatrice, hein, des 4 premiers points. D'accord? Donc voilà déjà l'équation de sa médiatrice avec un x ici qui parcourt. Et je vais prendre une coordonnée, une côte en quelque sorte, positive.
de sorte à ce que ici, la norme soit 1. Donc il faut que ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré, égale 1. Et on trouve racine de 5 sur 2, racine de 2. Donc, j'ai dit, on l'avait dit, que pour calculer la densité, il fallait faire le volume de la boule divisé par le volume de la maille totale, ici, engendré par nos vecteurs du réseau. Eh bien, ce volume, il est calculé par un déterminant. On calcule le déterminant. C'est très facile ici, parce qu'il est encore une fois triangulaire, supérieur, et ça fait racine de 5 sur 4. Donc maintenant, c'est très simple. Comme toutes mes arêtes sont de longueur 1, bah, les boules vont être de rayon 1,5. Donc je vais faire pi2 sur 2, 1,5 puissance 4 pour le volume de ma boule, et je divise par le volume du réseau, racine de 5 sur 4. Et là, je tombe sur pi2 sur 8 racine de 5. Alors là, c'est intéressant parce que je vais regarder la méthode de l'épicier. La méthode de l'épicier, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il va prendre, disons, l'hyperépicier, il va être pragmatique. En dimension 3, il va faire un cube. D'accord? Donc un cube, de la même manière qu'il mettait en carré ses oranges en dimension 2, et ce n'est que dans la troisième dimension qu'il mettait ses oranges de sorte à construire des triangles équilatéraux. Et bien là, il va mettre des cubes tant qu'il est en dimension 3, et ensuite, uniquement dans la dimension 4, il va construire ces triangles équilatéraux. Donc, ici en dimension 3, voilà, il met ces oranges, ces hyper-oranges, hein, sur un réseau cubique. D'accord? Il faut les imaginer comme ça, voilà, c'est les 4 oranges devant et 4 oranges derrière, voilà. Bon, jusqu'à présent, on comprend, à part que ce sont des hyper-oranges, attention. Et maintenant, il va rajouter une quatrième dimension et un vecteur qui va être, encore une fois, de longueur 1, mais qui va former, avec chacune de ces 3 arêtes, un triangle équilatéral, mais en dimension 4. Voilà. Alors, je voudrais calculer, qu'est-ce qu'il faut? La boule, elle n'a pas changé, hein. Elle va être de rayon 1,5, elle est en dimension 4, c'est ça. Il me faut le volume, le 4 volumes, en quelque sorte, de la maille. C'est-à-dire, si j'appelle P la matrice de passage, comme j'avais ici, hein, je veux le déterminant de P, exactement comme ici. Alors, bon, j'ai pas envie de faire trop de calculs, et je vais faire une petite remarque. Bon, on peut voir ça comme une astuce, mais c'est finalement quelque chose d'assez classique. Je vais calculer P transposé P. Parce que qu'est-ce que c'est P transposé P? Les colonnes de P sont les vecteurs générateurs de mon réseau. D'accord? Ça, c'est la matrice de passage, voilà, comme ici. P transposé, bah, c'est les lignes, les vecteurs lignes du réseau, évidemment. Quand je fais un vecteur ligne par un vecteur colonne, puisque je travaille sur la forme canonique de R4, eh ben, je vais avoir le produit scalaire. D'accord? Et le produit scalaire, je le connais. Donc je connais P transposé P. Ici, j'ai les longueurs de mes vecteurs, c'est toujours 1. Ici, j'ai que des zéros parce qu'ils sont orthogonaux. J'ai tout mis les 3 premiers vecteurs sur un cube. Et là, je fais en sorte d'avoir 1,5, 1,5, 1,5 pour avoir mon triangle équilatéral, parce que vous savez que cosinus pi sur 3, hein, ça fait 1,5, pi sur 3, c'est l'angle du triangle équilatéral, 60 degrés pour ceux qui préfèrent. Voilà, donc je connais pas forcément P, puis des P, il peut y en avoir des tas selon hein, le réseau il est à GL4 de Z près, mais je peux calculer le déterminant de A, c'est très facile, et je trouve un quart. Bon, je vous laisse trouver. Le mieux, c'est de multiplier tout par 16, hein, donc chaque colonne par 2, et puis calculer, puis voir que ça fait 4, et ensuite diviser par 16. Donc, le déterminant de A, c'est un quart, et bah, je ne connais pas forcément P, mais je sais que son déterminant, c'est la racine carrée du déterminant de A, et donc c'est 1,5. D'accord? Donc maintenant, je vais calculer la densité de mon hyperépicier, et je vais tomber sur pi sur 2, pi carré, et je vais tomber sur pi carré sur 2, R2, donc c'est 1,5 puissance 4, sur, ici, hein, vous avez vu
on prend la racine, ici on prend donc racine de 1/4, donc ici, et je tombe sur pi2 sur 16. Voilà, hein, là, le 2 s'élimine ici, et on a 2 puissance 4, 16, pi2 sur 16. Voilà la densité. Hein. Voilà la densité. Alors bien sûr, hein, c'est de dimension en dimension, je vous ai dit, hein, la densité, elle tombe de façon exponentielle. Hein. Ça, c'est bien connu. Mais, ce qui est vraiment surprenant, c'est que là, cette fois-ci, c'est l'hyperépicier qui a raison. Hein. D'accord? Parce que la densité, ici, qu'on a trouvée, est strictement plus petite que celle-là. Pourquoi? Parce que racine de 5 est plus grand, strictement, que 2. Voilà. Voilà, alors maintenant, au-delà de la 4e dimension, là encore une fois, il y a d'autres approches qui nous permettent de monter dans les autres dimensions et de comprendre exactement ce qu'on fait. Bon, d'abord, une approche, c'est quel est le polyèdre, hein, que l'on obtient autour d'une hyper-orange, en quelque sorte. Hein, d'accord? Donc on avait au départ, pour n égale 2, en dimension 2, on avait un hexagone. Après, on a vu qu'on avait un cube octaèdre. D'accord? Et puis là, qu'est-ce qu'on obtient? Là, on a deux possibilités, une avec une densité non optimale et là une densité dont on sait qu'elle est optimale. Ici, pour celle-ci, on a généralisé quelque chose. On avait cet hexagone. Là, on a le cube octaèdre. L'hexagone, on peut le voir comme 6 triangles équilatéraux autour de l'orange centrale. Là, comme 8 tétraèdres autour de l'orange centrale, hein, 8 correspondant aux 8 sommets du cube. Et donc, on a ça. Et puis, après, il est normal, si vous suivez la numérologie, d'avoir 20 sommets, hein, parce qu'on va avoir 6, 12, après 6, 12, 20, voilà, 2, 6, 12, 20. Et puis après, donc, on va avoir 10 tétraèdres. En fait, ces 20 sommets correspondent à 10 tétraèdres de dimension 4, quoi, hypertétraèdres. Voilà. Mais c'est pas un objet régulier. Déjà en dimension 3, c'était pas un objet régulier, c'était un objet semi-régulier. Là, ces 20 sommets, on va pas pouvoir les mettre harmonieusement. Alors bien sûr, hein, chaque arête a la même taille, mais c'est pas un objet régulier. En revanche, celui qui optimise, ça va être un 4 polyèdre régulier. En revanche, là, celui qui optimise, ça va être un polyèdre de dimension 4 qui, lui, va être régulier. Et ça, c'est celui qui répond au doux nom de icosie tétracorde, hein, voilà, qui va posséder 24 sommets, 96 arêtes, toutes de même taille, bien sûr, 96 faces de dimension 2, toutes de même style, hein, et puis 96 faces de dimension 2, et puis 24, ce qu'on appelle des cellules de dimension 3, donc bien sûr, parce que là, donc on l'appelle aussi la 24 cellules. Hein. Il n'y a qu'un seul polyèdre régulier qui possède 24 cellules. Voilà. Donc c'est lui qui optimise les choses. Et après, effectivement, on peut se demander si on pourrait se demander si on ne peut pas trouver. Hein. Et après, dans les autres dimensions, on peut chercher aussi des polyèdres réguliers. Mais il n'y en a pas beaucoup des polyèdres réguliers. Plus on va dans les dimensions, là en dimension 4, 5, ça va. Mais après, ça y est, les polyèdres réguliers, il ne reste plus que l'hypercube, l'hypertétraèdre, et puis c'est tout, quoi. Mais le diagramme de Dynkin est plus intéressant. Alors pour des raisons un petit peu mystérieuses, bon, je vous laisse quand même le soin de découvrir les choses. Mais bon, disons que pour n égale 1, on associe à tous ces réseaux un diagramme de Dynkin, à ces réseaux très réguliers et très jolis. Un diagramme de Dynkin, ici c'est en dimension 1, il y a juste un point. En dimension 2, regardez, l'épicier, il mettait les choses en carré, donc on met ces deux points. Quand c'est orthogonal, on met rien entre les deux points. Et là, il y avait la possibilité de mettre ça en triangle équilatéral.
on a un réseau, et ici, ça veut dire qu'on va avoir un triangle équilatéral. On va avoir pi sur 3, voilà, on l'écrit comme ça. Donc c'est une façon de schématiser, mais ça permet de comprendre les choses. Par exemple, ici, en dimension 3, bah, vous voyez que l'épicier, il va partir de ce diagramme de Dynkin, et puis il va rajouter une dimension supplémentaire, donc un point supplémentaire, et comme ceci. Et voilà. Et donc on a ce qu'on appelle A3, ici on a A4, A2, pardon, ici c'est A1. Donc il était logique qu'ensuite on continue, et ce réseau non optimal qu'on a obtenu, c'est le réseau A4. Et le réseau optimal, c'est quoi? Eh bien justement, on part d'un cube, vraiment, donc on met ça 3 points, et il n'y a pas d'arête entre les 3 points, mais on rajoute un point ici, c'est notre diagramme de Dynkin, et comme ceci, lui, il est connecté aux 3 autres points. Voilà. Alors, cette théorie des diagrammes de Dynkin, pour la voir de façon naturelle dans une théorie très très générale, c'est bien de voir les systèmes de racines liés, alors déjà les systèmes de racines, hein, en cristallographie, et liés aussi, surtout, à la théorie de Lie, des algèbres de Lie semi-simples. En fait, quand on prend un groupe comme ceci, SLN plus 1 de C, ben, il a une structure, et son espace tangent en l'identité, donc sa linéarisation, va récupérer une structure extrêmement harmonieuse dans laquelle on peut tirer certaines actions. La conjugaison va devenir le crochet de Lie, et les valeurs propres de la conjugaison qu'il y a à l'intérieur de ce business-là, eh ben, va donner une certaine harmonie, et ce sont les systèmes de racines. Et ceci, c'est le système de racines de l'algèbre de Lie, donc AN, c'est l'algèbre de Lie, c'est le système de racines est lié au système de racines de l'algèbre de Lie de SLN plus 1 de C. Et donc ici, lui, c'est SL5 de C. Mais lui, celui qui est optimal, c'est l'algèbre de Lie de SO8. Voilà. Bon. Des choses, si ça vous intéresse, d'aller par là. Et le système de racines le plus complexe, le plus difficile, c'est E8. Les systèmes de racines, il y a A, B, C, D, E, F et G, bon, avec G2. A, B, C, D sont des courants comme cela, et E, F, G sont des exceptionnels. E, il y a 3 E, il y a E6, E7, E8, et E8 c'est vraiment le plus difficile. Il est représenté par 8 points comme ça, et c'est représenté comme ça, donc vous pouvez imaginer comment vous assemblez vos trucs, là vous avez ça, donc ça on a compris ce que c'était ici, d'accord, dans des dimensions différentes. Là vous avez un plan sur lequel vous avez quelque chose, vous avez un espace de dimension 4, maintenant vous assemblez ça de façon orthogonale, et vous prenez une nouvelle dimension, une 7e dimension, qui va s'assembler avec ces deux-là, et vous rajoutez un élément qui lui va s'assembler, qui va s'assembler avec celui-ci. Voilà. Voilà, donc on a un système de racines qui est assez compliqué, qui est réputé pour être le plus retors. Et bon, j'en profite pour avoir une petite pensée pour mon collègue et ami Foucault Duclou, qui a disparu il y a plus d'une quinzaine d'années. Qui était un grand spécialiste de E8, puisque c'est lui qui a terminé la connaissance interne de E8 en calculant ces polynômes de Kasdan-Lustig. Et aussi, je voulais rendre hommage à la jeune chercheuse Marina Wiazowska, qui en 2016 a montré que pour la dimension 8, a montré vraiment, par une méthode élégante, parce que la plupart des méthodes pour montrer maintenant, bon, sont des méthodes qui sont assistées par ordinateur, mais là, c'est une vraie... Bon, vous allez me dire, il y a peut-être une élégance dans les méthodes par ordinateur, mais c'est quand même un peu bourrin. Et Marina Wiazowska a utilisé avec des méthodes élégantes pour montrer que le réseau associé à E8 était un réseau optimal, et même pour un empilement de sphères qui serait aléatoire, qui ne serait pas
harmonieux, dans le sens qu'il serait basé sur un réseau. Elle l'a fait pour deux dimensions, hein, 8 et 24. Et la dimension 8 a fait l'objet d'un problème de 2016 à l'agrég interne, qui était intéressant pour la diffusion, mais bon, après, en tant que préparateur à l'agrégation, c'est assez dur de voir des problèmes comme ça arriver, parce que l'agrégation n'a pas pour vocation d'être uniquement de la diffusion, c'est surtout de l'évaluation, et comme problème d'évaluation, c'était pas génial. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Merci à Marina, merci à Foucault, merci à tous ces gens comme Kepler, Gauss, qui ont trouvé toutes ces merveilles de l'harmonie, hein, de la nature, et qui sont allés jusqu'en dimension supérieure. Après, pourquoi aller en dimension supérieure? On peut se le demander. Moi, franchement, hein, vous me demandez, moi, c'est simple, c'est juste un plaisir ludique et intellectuel. Mais ça sert aussi, hein, bon, si ça sert, si ça peut faire plaisir, dans la cristallographie et pour les dimensions supérieures, vraiment surtout les codes correcteurs d'erreurs, évidemment, hein, parce que vous voyez, ces réseaux qui sont placés de façon le plus harmonieux possible va faire que la moindre erreur, si un code est transmis et qu'il y a une erreur dans la transmission, si l'objet codé c'est un point du réseau, et ben, s'il y a une erreur, ben, on le verra tout de suite dans un réseau qui est le mieux disposé possible et on saura tout de suite le corriger si le réseau est bien disposé. Donc ça sert les dimensions. Donc bien sûr, hein, donc, pour les gens qui imagineraient que des hyperépiciers, ça n'existe pas, bah si, ça existe dans les codes correcteurs d'erreur. Voilà, donc on va achever là l'histoire des empilements de sphères.